Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Cette semaine, nous allons aborder la nouvelle compétence humaine qu'il faut absolument acquérir quand on veut vivre dans un monde plein d'IA, dans un univers d'IA à son service, et pas le contraire. L'art du prompt. Vous êtes bien sur Cause Commune, la radio des possibles. C'est Parlez-moi d'IA, nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils sous leurs aspects sociétaux, culturels, sociaux, éthiques et pourquoi pas politiques. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web, cause-commune au singulier.fm, sur la bande FM à Paris au 93.1 et sur le DAB+, et bien entendu en podcast sur votre plateforme préférée. Vos likes, étoiles, commentaires sont nos seules récompenses. Et en plus, cela manipule l'algorithme. C'est cool de manipuler les algorithmes, alors n'hésitez pas. Et si vous nous écoutez depuis LinkedIn, n'hésitez pas à m'ajouter pour être prévenu des prochaines émissions. N'hésitez pas aussi à liker, commenter et repartager ce post. C'est une manière très efficace et facile de propager cette émission encore plus loin. Prompter, faire du prompt engineering, rédiger un prompt. Tout ce nouveau vocabulaire va certainement être et rapidement rentrer dans le dictionnaire, c'est sûr. C'est vraiment la nouvelle discipline, la nouvelle activité liée aux interactions que nous pouvons avoir avec les modèles d'IA générative. Certains disent même qu'il s'agit de la compétence indispensable pour bien dompter et bien utiliser les nouveaux outils d'IA. Et cette ingénierie de la commande, cet art de l'instruction transmise à l'IA, n'est pas simple à acquérir. Nous voulons tous devenir des bons prompteurs. Je ne sais même pas si ça se dit en fait ce que je raconte. Mais nous mesurons bien la difficulté quand on se retrouve face à ChatGPT ou Midjourney et nous n'arrivons pas forcément à en tirer les résultats souhaités. Heureusement, notre invité du jour va essayer de nous aider. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est un être inclassable. Et les algorithmes doivent avoir pas mal de soucis pour le faire entrer dans toutes leurs cases. Ne pas rentrer dans les cases, quelle bonne idée. Alors pour le présenter, je vais utiliser sa propre définition. Il est écrivain, conférencier, entrepreneur, artiste numérique, poète et bien sûr prompt engineer. Il explore les transformations profondes que l'IA annonce pour notre monde. Et après avoir commis Hypercréation aux éditions Nullius in Verba, où il partageait déjà comment être créatif avec les IA, il revient avec un nouvel ouvrage sur la méthode qui s'appelle Hyperprompt, pour nous partager ses secrets en matière de prompt engineering. Bonjour Flavien Charvet. Bonjour et merci de m'accueillir dans votre émission. Merci d'être avec nous à distance. Alors Flavien, parlez-moi d'IA. Est-ce que savoir prompter, c'est avoir la clé d'une nouvelle créativité en symbiose avec les IA génératives ? Ah, c'est si bien dit. J'essaie de me mettre au niveau. Je vais reprendre cette phrase, tiens donc. Alors, l'art du prompt, donc c'est déjà, pour le définir, c'est l'art, on va dire, pour l'instant c'est un art plutôt qu'une science, de savoir s'adresser aux systèmes d'intelligence artificielle pour en tirer leur plein potentiel. Les systèmes d'intelligence artificielle modernes sont fondés sur le langage naturel, donc on les utilise par les mots, on n'a plus besoin de code informatique ou d'interfaces complexes comme pouvait l'être Photoshop. On explique ce qu'on veut et l'intelligence artificielle est censée comprendre et nous le fournir. Alors ça, c'est la théorie. Peut-être que dans 10 ans, les modèles comprendront très bien nos intentions et seront capables de ces prouesses-là. Pour l'instant, ils ont encore tout un certain nombre de spécificités qui font qu'ils ne répondent pas toujours exactement ce qu'on souhaite. Et surtout, ils ont tendance à répondre la réponse la plus générique, la plus probable. C'est leur fonctionnement même. Ils répondent du probable. Ils répondent à une espèce de moyenne on va dire, des représentations collectives. Donc, évidemment, quand on veut être créatif, on ne veut pas le plus probable, le plus générique. Au contraire, dans la créativité, on cherche l'originalité, on cherche à s'éloigner de l'existant, à s'éloigner de la pensée commune, à s'éloigner de l'habituel. Et vous avez fait un ouvrage spécifique sur la création et sur l'hypercréation. Exactement, j'ai fait un ouvrage spécifique sur l'intelligence artificielle et la création et un ouvrage sur le prompting, plus généraliste que sur uniquement la question de la création, mais qui bien sûr y touche. Et en matière de création, du coup, ces IA, elles viennent bouleverser quoi dans le monde de la création ? Comment vous diriez qu'elles viennent percuter la création, ces nouvelles IA ? Elles viennent d'abord changer toute une relation symbolique qu'on a à la création. On aime
Enfin, vous savez, il y a eu une époque où on considérait que l'humain, il se définissait par sa raison, c'est ça qui le différenciait des animaux, c'est ça qui le connectait au divin, etc. Et puis, bon, les machines, les ordinateurs sont arrivés, ils calculaient plus vite que nous, donc il a fallu se rendre à l'évidence, on n'est pas les plus rationnels sur cette planète, mais on est encore les plus créatifs, donc tout va bien. Et en ce moment, on a une vague d'intelligence artificielle qui sont dites génératives et qui créent du contenu, qui sont capables de créer, au sens assez fort du terme. Elles ne sont pas forcément capables de créativité, mais elles sont capables de créer. Et donc cette notion de création qu'on souhaitait garder très propre à l'humain, tout d'un coup, on la voit être challengée par les systèmes d'intelligence artificielle. Donc il y a une espèce de blessure narcissique, une espèce de truc qui se passe où on se sent honteux que des machines soient capables de faire aussi bien que l'être humain sur certains types de création. Donc, il y a une première révolution qui est symbolique. Il y a une révolution sociale, c'est celle de l'automatisation des métiers, mais qui vient toucher à des métiers de la création qui ne se sentaient pas du tout menacés par toutes les autres vagues d'automatisation. Tout d'un coup, en effet, un illustrateur peut être remplacé dans sa dimension technique, de pure création d'images de bonne qualité, par un système d'intelligence artificielle. Et donc, il y a plein d'agences, par exemple, de pub, qui se mettent à utiliser des systèmes d'IA pour créer des affiches, pour créer des visuels, du contenu, de façon moins coûteuse et parfois tout aussi qualitative selon comment elles sont utilisées, comment elles sont promptées, justement. Maintenant, Donc, on va faire avec les cyborgs, vous dites, avec les creative borg. alors voilà, moi, dans mon premier livre, j'appelle les machines douées de créativité cyborg, donc je réinvente un peu ce mot, c'est C-borg, il ne s'écrit pas pareil que les cyborgs traditionnels. J'essaie de lui donner une connotation positive et je sépare un peu 3 types de cyborgs. Ceux qui sont capables de générer du contenu mais qui ne sont pas vraiment créatifs, c'est les IA qu'on a actuellement. Et 2 autres types qui sont en fait plutôt dans les labos aujourd'hui, qui commencent doucement à arriver dans la société, notamment par la science, et qui commencent à être capables d'une créativité réelle, propre, parce qu'ils portent leur propre regard sur le monde et on ne peut plus uniquement dire qu'ils reproduisent de la donnée humaine. Ils commencent à avoir un rapport à leur environnement qui leur est propre. Donc eux, ils sont encore plus troublants et c'est la vague d'après par rapport aux IA génératives. On commence à en entendre parler dans la science ces derniers mois. Il y a eu quelques algorithmes qui sont sortis, qui ont fait des découvertes scientifiques par eux-mêmes, qui sont assez fascinants. Et pourtant, vous dites que dès 2016, on peut déceler finalement dans la victoire de l'IA AlphaGo contre Lee Sedol au jeu de Go, donc dès 2016, c'est quand même il y a un petit moment maintenant, une certaine créativité dans cette victoire. Vous pouvez nous expliquer cette idée ? Ouais, tout à fait. Alors 2016, c'est même le Moyen-Âge de l'intelligence artificielle, j'ai vu la vitesse à laquelle ça va. Mais en effet, en 2016, donc, il y a AlphaGo, un algorithme créé par DeepMind, la start-up d'IA de Google, qui joue contre Lee Sedol, le plus grand joueur de Go mondial, 9e dan. Et on s'attendait à ce que l'intelligence artificielle perde, parce que le jeu de Go, c'est un jeu très complexe où on a besoin d'une espèce d'intuition du jeu. Tous les joueurs humains le disent, il y a quelque chose d'intuitif. Et en fait, l'intelligence artificielle va gagner donc 4 parties sur les 5 du tournoi. Mais ce qui est très important, c'est que la deuxième partie, au 38e coup, l'intelligence artificielle va jouer un coup qui va être complètement détonnant par rapport aux habitudes de jeu. Donc les commentateurs vont rien comprendre. Lee Sedol va être complètement abasourdi par ce coup. Et ce coup va donner la victoire à l'IA. Et en fait, c'est un coup qui, à la fois, est très efficace, très pertinent et en même temps très original. Donc, il a des caractéristiques d'un coup créatif. Et quand on décortique un peu le mécanisme de l'algorithme, qui n'est pas une IA générative comme on les connaît, qui a été entraîné très différemment, on se rend compte qu'en fait, dans son entraînement, il y a en germe tous les ingrédients qui permettent à de la créativité d'émerger. On ne code pas la créativité, on code une façon d'entraîner un algorithme qui le met en posture ensuite d'être créatif. Et donc, dans Hypercréation, je décortique ce fonctionnement et c'est un peu ce qui lance l'exploration du livre autour de cette question de l'IA et de la créativité. Et vous revenez du coup aux IA actuelles, les IA génératives, et vous essayez de caractériser finalement leur créativité. Comment on pourrait résumer leurs caractéristiques créatives à ces IA d'aujourd'hui ? Les IA génératives d'aujourd'hui, celles qui font la une des journaux et qui sont dans le grand public, donc je pense notamment à ChatGPT, à Midjourney, à Gen2, enfin ce genre d'algorithmes-là, sont pas créatifs au sens fort du terme, ou en tout cas, ils portent pas une intention créative, mais ils introduisent ce que j'appelle une discontinuité dans l'acte créatif. Entre l'intention créative et son résultat, il n'y a plus besoin d'avoir de la technique.
Vous savez, c'est comme quand il y avait les portraitistes à la fin du 19e siècle qui ont vu arriver la photographie. Eux, leur métier, c'était de faire des visages les plus réalistes possibles. Ouais. Tout d'un coup, il suffisait d'appuyer sur un bouton et on avait un visage parfaitement réaliste, bien mieux que tout ce que pouvait faire un portraitiste. Et eux, ils se sont défendus en disant « mais c'est pas de l'art, il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir un résultat, c'est nul ». Et en fait, c'est simplement que la technicité créative venait d'être remplacée par une machine, l'appareil photo, mais ce qu'on voit, c'est qu'à la fois ça a libéré la peinture de toute la représentation fidèle de la nature, et il y a eu plein de nouveaux types de peintures qui sont apparus au XXe siècle, et puis il y a eu tout un nouvel art, l'art photographique qui est né, qui travaille la lumière. Donc pour les IA génératives d'aujourd'hui, cette discontinuité qu'elles introduisent, j'ai plus besoin de maîtriser tous les codes de Photoshop, j'ai plus besoin de savoir filmer toutes les techniques de cadrage, etc. pour avoir des rendus de qualité dans l'image, par exemple, ou dans la musique, etc. Cette discontinuité qu'on introduit, du fait qu'entre l'intention et le résultat, il n'y ait plus de distance, à mon avis, ça va être une immense libération, puisqu'on va réduire la technicité de la créativité et on va pouvoir se concentrer sur l'authenticité de l'acte créatif qui vient de l'histoire qu'on raconte, de l'intention, de l'inscription culturelle qu'on veut avoir avec son œuvre. La technicité peut très bien être reléguée au rang d'une commodité, d'une évidence par les algorithmes. Je ne me fais aucun souci sur le fait qu'on continue à créer, et on continue à créer des choses incroyables et merveilleuses avec ou sans les systèmes d'intelligence artificielle. Oui, et du coup, on peut du coup générer une œuvre créative, et alors soit en tant qu'homme humain artiste, soit en tant que machine. Et d'ailleurs, vous rappelez qu'une œuvre créative doit se situer entre l'originalité, parce qu'elle doit être justement nouvelle, elle doit être originale, tout simplement, et l'adaptation, pour pas perdre complètement l'auditoire et pour pas perdre complètement le public. Vous appelez ça le dilemme de la créativité. Vous pouvez nous expliquer ce curseur entre originalité et adaptation ? Oui, tout à fait. Alors, c'est une définition qui est consensuelle pour parler de la créativité. En gros, la créativité, c'est la capacité à réaliser une production qui soit nouvelle et originale et adaptée. Donc la nouveauté, c'est bien, mais si je fais quelque chose de nouveau qui est complètement absurde, j'écris l'équation E égale MC 18, bon, c'est original parce que c'est très éloigné de l'existant, mais ça n'a aucun sens, c'est juste de l'absurde, donc c'est pas créatif. Si je fais quelque chose, par exemple un nouveau tableau, je prends un tableau de Van Gogh, j'enlève un point de peinture, je mets un autre point de peinture d'une couleur différente, bon, j'ai encore un tableau magnifique. Mais il est nouveau parce qu'il y a un point de peinture qui a changé, mais il ne s'éloigne pas assez de l'existant, c'est que du plagiat. Donc il faut ces deux critères, à la fois que quelque chose soit adapté au contexte dans lequel ça survient, et à la fois que ça soit suffisamment original, que ça s'éloigne suffisamment de l'existant pour ne pas être de l'imitation, du plagiat. Et là, on peut parler de quelque chose de créatif. Et donc l'exploration des algorithmes créatifs ou de la co-créativité humain-machine, c'est de savoir est-ce qu'une machine seule ou est-ce qu'un humain plus une machine peuvent atteindre des résultats qui soient en effet nouveaux, adaptés et originaux. Et j'appelle ça un dilemme parce qu'en fait, souvent, l'adaptation et l'originalité sont un peu opposées. Pour atteindre quelque chose d'adapté, il est plus efficace de s'appuyer sur ce qui a déjà été fait et d'essayer de répéter les bonnes recettes du passé, et donc de ne pas être original. Et pour être original, au contraire, il est tentant de vouloir s'éloigner à tout prix de ce qui a déjà été fait et potentiellement de tomber dans l'absurde. Et donc arriver à faire s'embrasser ces deux dimensions, à les combiner, c'est pas facile du tout, et c'est pour ça que la créativité est une compétence cognitive de haut niveau. Ça demande à la fois une grande maîtrise de son art pour que ça soit pertinent et adapté, et à la fois une capacité à remettre en cause la maîtrise de son art pour être original. Et donc c'est ça qui fait dilemme. Et dans Hypercréation, votre ouvrage, le premier ouvrage dont on parle aujourd'hui, vous nous expliquez qu'en fait, voilà, les machines que vous qualifiez d'ailleurs de curieuses commencent à devenir un peu autonomes par rapport à cette créativité-là. C'est un peu l'objet de ce livre, Hypercréation. Voilà, tout à fait. Donc j'ai commencé à l'écrire avant la vague des IA génératives, et l'objet, ce n'était pas de parler des IA génératives. J'ai inclus ça dans le propos parce qu'elle pose la question de la créativité, mais elle la pose de façon beaucoup moins forte que d'autres types de machines, les cyborgs de type 2 et 3, qui sont des machines dans lesquelles on a implanté un principe de curiosité
Et donc, elles n'apprennent pas juste en aspirant nos données. Oui. C'est des machines, des algorithmes qui apprennent en explorant le monde par eux-mêmes, en ayant une curiosité artificielle qu'on sait très bien coder. Hein. C'est pas très compliqué, en fait, la curiosité artificielle. Ouais. J'explique les mécanismes dans le livre. Et ces machines-là, du coup, vont plus loin ou vont différemment de ce qu'elles auraient appris que sur des données humaines. Et donc, c'est intéressant de retrouver dans l'apprentissage des machines un peu les modalités de l'apprentissage de l'enfant qui apprend à la fois par imitation en regardant les adultes et à la fois en jouant pour explorer le monde de façon curieuse et pour l'expérimenter par soi-même. On réimplante ces deux mécanismes, l'apprentissage par imitation en aspirant de la donnée humaine et l'apprentissage un peu curieux, joueur d'algorithmes qui vont expérimenter dans un environnement à tout va pour y découvrir plein d'interactions possibles et tout ce qu'ils peuvent y faire. Ouais. Et donc c'est quand on implante ces deux dimensions qu'on a en germe la possibilité d'une créativité ensuite. Oui. Et donc toutes ces réflexions-là, on les retrouve dans Hypercréation. Et on voit bien que vous avez vraiment travaillé beaucoup ce sujet. Vous l'avez travaillé au contact des IA, au contact des interfaces. Vous avez dû pour faire ça, beaucoup prompter. Et c'est ce qui vous a donné, à la fois, il y a un beau chapitre sur le sujet dans Hypercréation, mais vous a donné l'envie de finalement partager vos secrets de prompt dans un nouvel ouvrage qui s'appelle Hyperprompt, et dont je vous propose qu'on parle juste après une petite page musicale. Alors, j'essaye de faire un petit peu un lien quand même avec Hypercréation, puisque je vous propose une pause musicale où on va pouvoir écouter un morceau de musique classique dont vous parlez dans Hypercréation, du piano et du violon, composé par Aïva, cette IA qui compose de la musique et qui fait du texte to harmonie. Donc on lui donne un prompt et derrière il va pouvoir créer une harmonie musicale. Donc on va écouter tout de suite Aïva et on se retrouve juste après. Allez nous dire après ça qu'une IA n'est pas capable d'envoler lyrique. Merci beaucoup, Aïva. Je vais gentiment couper le son parce que voilà, ça permet de. C'était fort quand même, hein, pour le coup. Toujours sur Cause Commune, en FM, 93.1 à Paris, toujours par les mois d'IA, toujours l'épisode consacré au secret du prompting, de la créativité pour dompter la créativité. On prompte pour dompter la créativité. Et on est avec Flavien Chervet, l'auteur des ouvrages Hypercréation et Hyperprompt. Flavien, je vous propose qu'on aborde maintenant un peu vos secrets de fabrication, vos secrets de prompt. Alors finalement, si vous deviez
expliquer à votre grand-mère ce qu'est un prompt, vous lui diriez quoi exactement? Alors, la traduction de prompt, puisqu'on a utilisé le mot anglais en français, mais la traduction c'est requête. Donc, une requête passée à l'IA, c'est simplement une demande qu'on fournit à l'IA pour avoir de l'information ou un contenu qu'elle nous génère. Donc, quand on dit à une intelligence artificielle, est-ce que tu es capable de créativité, par exemple sur ChatGPT, on vient de lui envoyer un prompt et on attend une réponse. Donc, c'est juste qu'on aime bien utiliser des nouveaux mots pour dire des choses anciennes, c'est simplement s'adresser à, mais quand c'est une IA, ben, on parle de prompt. Après, les recettes de fabrique, en fait, moi j'ai écrit Hyperprompt au départ, c'était un tout petit fascicule que j'avais écrit pour le lancement d'Hypercréation pour simplement donner en effet quelques secrets de prompting créatif à mes lecteurs. Et puis j'ai eu beaucoup de retours et j'ai commencé à compiler beaucoup plus d'informations et petit à petit à fabriquer mes propres techniques de prompt, etc., de prompt engineering comme on dit. Et donc j'ai fini par avoir la matière pour créer un vrai manuel. Et en effet, c'est le premier manuel français de prompt engineering. Donc l'idée, c'est qu'on commence, on est débutant, on s'est jamais servi d'une intelligence artificielle générative. Et quand on a terminé le manuel, on est plus ou moins expert en tant qu'utilisateur final des IA génératives. Comme c'est un domaine très nouveau, on a l'opportunité en un seul manuel d'obtenir à peu près toute la connaissance qu'on peut avoir sur le domaine et de devenir expert, pionnier avec un seul manuel ou en tout cas avec aussi peu de connaissances que ça. En quelques mois, on peut devenir expert parce que c'est une discipline qui a 1 an et demi à peine. Alors, j'ai fait quelques prompts avec Midjourney. Je ne suis pas vraiment arrivé à mes fins. Qu'est-ce que vous me conseilleriez pour améliorer ma manière de prompter? Qu'est-ce que je dois rajouter? Qu'est-ce que je dois enlever? Qu'est-ce que je dois... Alors, le premier principe, c'est que quand on veut avoir quelque chose d'original, en gros, il faut mettre de l'improbable dans son prompt, puisque une IA générative génère le plus probable. Si on veut de l'improbable, il faut qu'il soit présent dans le prompt pour que le plus probable pour l'IA à générer, ça soit improbable. Donc il faut essayer d'aller trouver des mots-clés qui sont très originaux, qui vont vraiment spécifier des esthétiques un peu différentes de la norme. Il faut avoir du vocabulaire, quoi. Exactement, il faut connaître l'histoire de l'art plus que la technologie, ce qui est quand même logique puisqu'on fait de l'art. Donc l'idée c'est d'avoir 2 types de mots-clés un petit peu. On va faire son prompt avec ce qu'on appelle des descripteurs, donc on va décrire la scène qu'on veut, par exemple, je sais pas, une magnifique cathédrale en haut d'une colline. Là, moi je suis à Lyon, j'ai ça en face de moi, là, donc ça m'inspire. Ouais. Donc on pourrait vouloir une image de ce type-là. Et puis après, on va ajouter ce qu'on appelle des modifieurs. Donc c'est un certain nombre de mots-clés qui vont déterminer l'esthétique globale. Au-delà de la description de la scène, de sa composition, on va déterminer l'esthétique globale. Donc il y a plein de types de modifieurs. Ça peut être des modifieurs de matière. Par exemple, je pourrais dire que je veux que ça soit en verre, en porcelaine, etc. Ça peut être des descripteurs plutôt de style. On pourrait dire je veux que ça soit de l'art abstrait, je veux que ça soit pointilliste, je veux que ça soit cubiste, etc. Ou alors on pourrait aussi avoir des descripteurs qui font un peu plus, qui posent un peu plus de questions en mettant carrément le nom de certains artistes. Par exemple, je pourrais mettre dans le style de Van Gogh. Oui. Et là, j'aurais quelque chose qui ressemble à un tableau de Van Gogh et l'IA est capable de façon très efficace de reproduire le style d'artiste. Oui. Donc là, ça pose évidemment des questions parce qu'un artiste qui est mort depuis plus de 70 ans, bon, a priori, ses travaux sont dans le domaine public, aucun souci. Mais pour des artistes plus récents et surtout des artistes vivants qui, d'une certaine façon, vivent de leur style, ça pose des grosses questions. Et c'est des questions de propriété intellectuelle, d'ego aussi, d'ego face à son propre talent et évidemment de pillage de données par les grands géants du numérique qui sont aussi des génies, comme je le disais en lapsus, du pillage de données. Donc, c'est des débats de société qui sont complexes, dans lesquels il y a des dimensions à la fois affectives, politiques et économiques qui entrent en jeu. Et vous aussi, vous avez un style. Vous postez souvent des images qui viennent illustrer vos propos quand vous prenez la parole sur les réseaux sociaux, sur les différents sites web sur lesquels vous écrivez. Et on reconnaît votre style désormais. Comment on fait justement pour garder ce style de prompt en prompt, de génération en génération? Comment on fait pour ne pas varier et de garder quand même une unité? Vous avez un secret sur ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est abordé dans Hyperprompt. Il y a eu un chapitre sur garder une cohérence visuelle entre des images. Il y a plein de techniques, enfin, il y a plusieurs petites techniques, mais la technique principale, parce que moi, mon style, je l'ai créé à travers Midjourney. Donc, ce n'est pas un style que j'avais avant, que j'ai essayé de répliquer sur Midjourney, ce qui est beaucoup plus difficile. C'est un style que j'ai trouvé en explorant les possibilités de Midjourney.
Et en fait, là, l'idée, c'est après de construire ce que j'appelle une graine. Donc, c'est un ensemble de descripteurs, un ensemble de mots-clés qu'on va mettre dans tous nos prompts. Oui, que On vous va- reprenez à chaque fois, en fait. Exactement, enfin un ensemble D'accord. de modifieurs, pardon. Donc je reprends à chaque fois, alors des fois j'en modifie un légèrement, etc. Mais il y a pour ma graine entre 4 et 5 mots-clés que Ouais. j'utilise à chaque fois et qui déterminent en fait, si vous voulez, une espèce de direction dans l'espace de toutes les images possibles que ce modèle peut générer. Et ça va venir taper toujours dans la même zone. Et après, je peux modifier tout ce qu'il y a autour. Je sais que l'algorithme va aller dans cette zone-là et donc va me produire une image qui aura cette esthétique. Et là, le petit tips, on va dire, c'est que dans la graine, il faut avoir un ou deux mots-clés qui sont des codants. Ce que j'appelle des codants, c'est des éléments visuels, esthétiques extrêmement forts et qui marquent. Toute marque dans le branding connaît ça et tout artiste connaît ça. En effet, si je vois un Van Gogh, je le reconnais directement parce qu'il y a des codants. Il y a des codants dans le trait de pinceau, il y a des codants dans les couleurs utilisées et dans les thèmes abordés. Et donc là, vous Euh, avez un codant textuel, c'est ça? Si je comprends bien. Vous lui donnez. alors, Il y a non, des pas- mots. Non? Pardon. Ça se traduit dans un codant textuel, mais au Oui. départ, par exemple, un de mes codants, c'est mes personnages qui ont cette peau complètement noire, mais Ouais. pas comme un être humain qu'on appellerait noir, mais qui sont noirs charbon, quoi, enfin un Ouais. noir total, et avec des espèces des bijoux et de l'apparat blanc. Et des éléments floraux jaunes. Ça, c'est 3 codants qu'on va retrouver dans beaucoup de mes images et qui vont leur donner une cohérence. Mais D'accord. le plus fort, c'est ces personnages qui, on va dire, dès qu'on voit ce Oui. type de personnage à l'écran, on pense à mon style. On vous reconnaît Donc tout de voilà, suite. il faut trouver des codants esthétiques et ensuite trouver un moyen de les traduire dans des codants textuels pour l'algorithme. D'accord. Si on revient à la génération de texte, pour le coup, et vous, c'est quand même une grosse partie aussi de votre livre sur ChatGPT et Bien sûr. essentiellement ça. Il y a aussi pas mal d'ingrédients aussi pour un bon prompt. Et alors vous revenez dans le détail, donc c'est très intéressant. Vous dites qu'il faut absolument arriver à contextualiser ce qu'on demande. Il faut donner un rôle à l'IA pour qu'il sache où aller. Vous expliquez à chaque fois potentiellement les méthodes que vous lui demandez d'utiliser pour y arriver. Et vous lui demandez et vous lui donnez des exemples aussi pour le nourrir, voilà. Mais vous parlez aussi, vous lui dites, j'ai des petits secrets pour améliorer la qualité des résultats. Je lui donne des petits mots-clés spécifiques sur la qualité. Est-ce que vous pouvez nous en donner au moins un comme ça dans l'émission? Oui, alors il y a des petits coups de baguette magique en fait qui sont marrants, qui ne marchent pas à tous les coups, mais dans certaines situations ils fonctionnent. Donc ça n'empêche pas qu'il faut faire un bon prompt au départ, et un bon prompt, il faut y mettre de l'intelligence. Si on met de l'intelligence dans le prompt, on a de l'intelligence artificielle en sortie. Si on met de la médiocrité dans le prompt, on a de la médiocrité artificielle. Donc le prompt doit être déjà intelligemment construit, sinon ça ne marche pas. Mais ensuite, en effet, il y a des petits coups de baguette magique. Donc le plus connu, c'est ce qu'on appelle les chaînes de raisonnement. En fait, on va forcer l'intelligence artificielle à donner toutes les étapes de raisonnement quand on veut avoir un résultat assez rationnel. Donc on va ajouter à la fin de son prompt simplement « raisonne pas à pas ». Cette Oui. petite phrase magique, en fait, va forcer le système d'intelligence artificielle à écrire toutes ces étapes de raisonnement. Et vous voyez, si je fais une comparaison, c'est un peu comme un gamin au collège qui va en cours de maths, son Ouais. prof lui soumet un problème, il essaye de donner la réponse à l'intuition de but en blanc. Bon, il se gourre, le prof lui dit ben non, maintenant écris tout ton raisonnement. Et en écrivant tout le raisonnement, il a en mémoire de travail chacune des étapes. Et donc, quand il arrive à la fin, il donne le bon résultat. C'est pas tout à fait ce qui se passe dans un système d'IA qui ne fonctionne pas comme un cerveau humain, mais la métaphore, on va dire, tient la route pour, en tout cas, l'utilisateur final et la façon dont il va interagir avec le système d'IA. En disant raisonne pas à pas, on force l'IA à écrire toutes les étapes et donc elle va donner, en fin de chaîne, un meilleur résultat lorsqu'on s'attend à des résultats assez rationnels, assez rigoureux. Bon, en tout cas, Et- si vous voulez vous poser les bonnes questions sur la création, il y a Hypercréation. Je vous conseille, chers auditeurs, chères auditrices, vivement la lecture de ces 2 ouvrages, Hypercréation et Hyperprompt. En plus, il s'agit d'ouvrages qui sont augmentés. Il y a plein de contenus, plein de liens, plein de QR codes, plein de contenus additionnels, plein de liens vers les sites web. C'est vraiment très riche. J'ai lu Hypercréation, moi, avec délectation. Merci beaucoup pour ce partage, Flavien Charvet. Tout ça est aux éditions Nullius in Verba.
Et puis j'espère une grande publication pour Hyperprompt. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation sur l'émission et en effet, je serais ravi de retrouver vos auditeurs parmi mes lecteurs. Avec plaisir, merci beaucoup, à très bientôt. Restez sur 93.1 sur Cause Commune. Cause Commune, c'est Parlez-moi d'IA bien sûr, mais c'est aussi Rayon Libre, c'est aussi Libre à toi, c'est aussi les lapsus de l'actu. On se retrouve bientôt sur Cause Commune, pardon.